بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1 du module antenne et lignes de transmission. Dans ce chapitre, on va commencer par la propagation et les lignes de transmission. Comme toujours, on passe par l'introduction. Nous avons que la mise en évidence des phénomènes de propagation en électronique. Il s'agit de montrer que lorsque la fréquence des signaux se propage sur une ligne augmente, il devient nécessaire de prendre en compte les phénomènes de propagation. On va prendre tout simplement une simple expérience. Dans cette expérience, nous avons une tension d'un générateur noté VG, la résistance du générateur RG, une résistance RL de charge, deux fils en parallèle, et à la sortie, on va mesurer la tension à l'aide d'un tensiomètre, c'est-à-dire on va mesurer la tension aux bornes de notre résistance de charge. Si la fréquence du générateur, elle est inférieure à 1 MHz. Dans ce cas, on obtient que la tension mesurée égale la résistance de la charge divisée par la somme des deux résistances de charge plus générateur multipliée par la tension du générateur VG. Bien sûr, en utilisant le diviseur de tension. On voit bien, si on augmente la fréquence tout en maintient constante la tension VG, on constate que la tension V mesurée va varier. Maintenant, si on va diviser L par 10, soit pas, donc si nous avons un câble, la longueur par 10, donc on va utiliser un câble coaxial de 10 centimètres, on constate que ce phénomène se produit par une fréquence de 10 fois supérieure. Sachant que la tension mesurée V mesurée dépend de la longueur du câble coaxial et la fréquence de fonctionnement pour comparer, pour comprendre bien sûr ce phénomène, il faut faire appel à la théorie de la propagation des ondes électromotrices. On peut conclure ou là, on peut configurer que pour éviter les phénomènes de propagation dans les circuits électroniques, il faut que les dimensions de ces circuits soient plus petites que la longueur d'onde. Nous avons lambda est égal à V divisé par la fréquence, sachant que V représente la vitesse des signaux. Sachant la position de charge, nous avons la longueur du câble. Dans ce cas, on aura que la tension va changer, bien sûr. Et la tension, elle est uniforme dans tous les points. Maintenant, à partir de quand il faut-il tenir compte de phénomènes de propagation? On doit tenir compte de ce phénomène dès que la tension est suffisamment non uniforme de longueur, bien sûr, dans la ligne. Pour les réseaux et les d'électricité, nous avons une fréquence F égale à 50 Hz. Dans ce cas, lambda, ça sera C divisé par F. C égale à 3 par 10 puissance 8 divisé par la fréquence égale à 50 par 600 km. Dans ce cas, lambda, elle est très supérieure que la longueur des lignes utilisées dans les réseaux électriques et on peut considérer que la tension est toujours uniforme. Donc, il est inutile la notion de propagation. Maintenant, domaine de télécommunication pour une fréquence qui est égale à 10 MHz, on aura un lambda égal à 30 mètres. Et la longueur des lignes, on peut varier de quelques mètres jusqu'à l'arrivée à 10 centimètres. Donc, il n'est pas, on va augmenter
le zoom pour que vous arrivez à voir le document. Donc, pardon. Donc, il n'est pas forcément petit devant lambda, il faut tenir compte de la propagation. Pour les circuits électriques, nous avons pour les basses fréquences, pour une fréquence qui est égale à 1 MHz, on aura lambda égale à 300 mètres. La taille des pistes égale à 10 centimètres. Les pistes sont toujours beaucoup plus petites que lambda, donc il est inutile de tenir compte des phénomènes de la propagation. Pour les hautes fréquences, la fréquence qui est égale à 10 GHz, on aura lambda égale à 3 centimètres et la taille des pistes sera 1 centimètre. Euh, la longueur de piste, elle est toujours de même ordre que la longueur de lambda. Il est donc indispensable de tenir compte de phénomènes de propagation. Maintenant, si nous avons y en fonction de x dt, les sinusoïdales, si on va prendre y, x0 fixe et on va varier t, on aura un signal de période temporelle t, mais maintenant, si on veut obtenir y pour, pour la période fixe et on va varier x, on aura dans ce cas lambda on va utiliser la période spatiale. Troisièmement, on va voir ensemble la modélisation d'une ligne constante répartie, équation des lignes, sauf la force électromotrice, bien sûr, et les guides d'onde. On va commencer par le régime temporel quelconque. Donc, pour pouvoir l'informité de la tension, de la longueur d'une ligne, on va l'assurer sur chaque élément. On a bien sûr la charge de l'élément delta X de la ligne. Delta X doit être petite devant lambda pour pouvoir considérer la tension et le courant uniforme. On obtient dans ce cas que la tension V en fonction de X, V de X égale R delta X par le courant en fonction de X et T, par multiplié par L delta X, la dérivée du courant X en fonction de T par rapport à T, plus la tension V de X plus delta X, le changement la distance, bien sûr. On aura que V de X plus delta X moins V de XD égale moins R delta X par le courant IXT moins L delta X par la dérivée de courant IXT par rapport à T. Bien sûr, moins, si on va prendre moins V de X plus delta X moins V de X divisé par delta X, qui est égal à R par le courant IXT, plus L, la dérivée du courant IXT par rapport à T. On obtient que moins la dérivée de V par rapport à X égale, est égal à L, l'inductance par le dérivé de courant IXT par rapport au temps, plus RI, X de T, on appelle ça l'équation numéro 1. De la même manière, on peut trouver que moins la dérivée du courant I par rapport à X égale à C, la dérivée de V x de t par rapport à T plus GV x de t. Maintenant, on va dériver la première question par rapport à la première formule, pardon, par rapport à X. On obtient que la dérivée seconde de V par rapport à X carré est égale à moins N la dérivée seconde du courant IXT, la dérivée de t, la dérivée de delta x, moins r, la dérivée de courant xt par la dérivée de x de t. Maintenant, si on va utiliser la relation numéro 2, on obtient que la dérivée seconde de v par rapport à x carré est égale à lc, la dérivée seconde de v par rapport à t carré, plus rc plus lc par la dérivée de v par rapport à t, plus r par g par v. On appelle ça une équation des télégraphistes. De la même manière, pour le courant, on obtient que la dérivée seconde du courant par rapport à x carré est égale à LC par la dérivée du courant par rapport à t carré, plus RCL, c'est la dérivée de courant par rapport au temps, plus RG par le courant I. Maintenant, si on va commencer par le cas le plus simple, ce sont des lignes sans perte. Dans ce cas, nous avons R égale à G égale à 0. On obtient que la dérivée seconde de V par rapport à x carré est égale à LC, la dérivée seconde de V par rapport à t carré.
On obtient l'équation de radioélectricité. Donc, on aura dans ce cas la dérivée seconde de la tension V par rapport à x carré, moins L, c'est la dérivée seconde de V sur T au carré égale à 0. Cette équation, c'est une équation de propagation. Dans la solution générale, s'écrit V de x de t est égal à V plus x moins vt 0, donc c'est l'onde incidente, plus v moins x plus vt 0, c'est la réfléchie. Sachant que v qui est égal à 1 sur la racine de Lc, c'est la vitesse de propagation. V plus représente une onde de tension qui se propage vers le x croissant à la vitesse v. V moins, c'est l'onde qui se propage vers les x décroissants à la vitesse v. Nous avons une remarque. La forme de l'onde ne dépend que du générateur. Maintenant, on va prendre le deuxième cas. C'est le cas de la ligne réelle. Dans ce cas, l'équation admet également des ondes comme solution générale, mais les ondes vont subir une atténuation et un déformant dépend de leur propagation. Nous avons le cas maintenant du régime sinusoïdal, sachant que la tension au bord du générateur V de t égale V0 cosinus oméga t plus phi. Sous la forme complexe, nous avons vu V de t prend la forme V0 exponentielle G oméga t, sachant que V0 égale à V0 exponentielle G phi, c'est l'amplitude complexe. Maintenant, la tension sur la ligne V de xt est égale à V de x exponentielle G oméga t. V de x, c'est l'amplitude complexe de tension. Maintenant, dans l'équation de télégraphiste, elle devient la dérivée seconde de V sur dx au carré est égale à moins LC oméga au carré plus G oméga par RC plus LG plus RG par la tension V de x. Ce qui est écrit en correspondance, nous avons la dérivée seconde de V sur dx au carré est égale à Z par Y V de x, sachant que Z égale R plus GL oméga, Y égale à G plus GC oméga. De la même manière, on obtient que la dérivée seconde du courant, I par rapport à x carré, est égale à Z par phi par E de x. Troisième cas, c'est la solution générale en régime sinusoïdal. Nous avons le cas général de la ligne avec perte. Dans ce cas, on va poser gamma égale à la racine de zy. Ici, pardon, c'est zy, c'est pas z phi, donc sachant que y égale g plus gc oméga, pardon. L'amplitude complexe de la tension et du courant s'écrivent dans ce cas U de x égale U1 exponentielle moins gamma x, c'est l'incidente, plus V2 exponentielle gamma x pour réfléchir. Ça pour la tension. Maintenant, pour le courant I de x qui est égal à I1 exponentielle moins gamma x plus I2 exponentielle gamma x. On retient les équations suivantes. V de x égale U1 exponentielle moins gamma x plus I2 exponentielle gamma x. Et I de x égale pour le courant, donc c'est 1 sur ZC multiplié par V1 exponentielle moins gamma x, moins V2 exponentielle gamma x, sachant que gamma, c'est la racine de z par y, et zc représente la racine de z sur y. On passe maintenant à l'interprétation physique. Nous avons gamma complexe, donc gamma, on peut la mettre mais la forme lambda plus g bêta, sachant que alpha et bêta sont réels. On va introduire le temps. On aura dans ce cas v de x de t qui est égal à v1 exponentielle moins lambda x par exponentielle g oméga t moins bx plus v2 exponentielle lambda x exponentielle g oméga t plus b de x. Comme v de x de t, c'est la partie réelle de vx de t, et v1 qui est égal à v1 exponentielle g fait 1, et v2 égal à v2 exponentielle g fait 2. On obtient pour la tension v de xt est égal à v1 exponentielle moins lambda x par cosinus oméga t moins bêta x plus phi 1 plus v2 exponentielle lambda x cosinus oméga t plus b2x plus phi 2. Sachant que V1 et V2, ce sont des constantes réelles.
Maintenant, donc, de la même manière, pour l'équation du courant I de xt qui est égal à I1 exponentielle moins lambda x cosinus oméga t moins bêta de x plus phi1 prime, moins I2 exponentielle lambda x cosinus oméga t plus b de x plus phi2 prime. Toujours, nous avons que I1 et I2, ce sont des constantes réelles. La tension dans ce cas V de x de t et le courant I de x de t, c'est la superposition des deux ondes, bien sûr l'onde incidente et l'onde réfléchie. Maintenant, du premier ordre, qui est le passage vers le x croissant, dans ce cas, la deuxième, vers les x décroissants. Mais toute leur, bien sûr, va s'atténuer au cours de leur propagation d'un facteur égal à exponentielle plus ou moins ax. Euh, donc, la première va s'éloigner du générateur, sera une onde incidente. Dans ce cas, la deuxième sera égale à 0. Donc, c'est le cas réfléchi. Gamma, c'est la constante de propagation complexe. Alpha, c'est la constante d'atténuation. Et bêta, c'est la constante de propagation. Donc, c'est une constante de phase, tout simplement. Et les ondes se propagent avec une vitesse de phase, Vg, qui est égale à oméga sur bêta. Sachant que ZC, c'est l'impédance caractéristique de la ligne, bien sûr. Maintenant, on va prendre le cas de la ligne sans perte. Dans ce cas, R égale à G égale à 0. On obtient gamma égale la racine de Z par Y est égal à G oméga la racine de LC. Alpha égale à 0 et bêta, ça sera oméga la racine de LC. Et la tension V égale 1 sur la racine de LC et ZC égale la racine de L divisé par C. Le cas maintenant de lignes avec faible perte, on aura dans ce cas R, elle est très négligeable devant L oméga, G, elle est très négligeable devant C oméga, gamma, ça sera la racine de ZY, dans ce cas on obtient gamma au carré est égal à Z par Y. À part approximation, on obtient alpha, ça sera la racine de LC sur 2 par L sur L plus G sur C. Et bêta, ça sera oméga la racine de LC et la tension Vφ, ça sera 1 sur la racine de LC. Quatrièmement, c'est le cas de coefficient de réflexion et l'impédance de long d'une ligne. On va commencer par le coefficient de réflexion. Nous avons U de x égale V1 ou la U1 exponentielle moins gamma x pour l'onde incidente et V2 égale exponentielle gamma x pour une onde réfléchie. Le courant, donc ça pour la tension, pour le courant, la même chose, mais on aura 1 sur ZC multiplié par I1 exponentielle moins gamma x moins U2 exponentielle gamma x. On va définir le coefficient de réflexion comme étant l'amplitude complexe de l'onde réfléchie. Bien sûr, elle est rapportée par rapport à l'onde incidente. Donc, on va mettre mu égale V réfléchi sur V incident. Elle dépend de la position sur la ligne. On obtient mu de x égale V2 exponentielle gamma x divisé par V1 exponentielle moins gamma x. Donc, ça sera V2 sur V1 exponentielle de gamma x est égal à mu de x. Donc, mu de x, c'est le module de mu de x par exponentielle g phi de x. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.